Alors oui, je préfère qu'on dise des arguments parce qu'il n'y a pas de risque. Au contraire, il n'y a que des bienfaits à s'occuper de ces parts. Parce que comme je vous le disais au début, tout est réduit à l'enfant blessé. D'accord ? Et puis, on ne peut pas parler de l'approche des enfants intérieurs sans évoquer les parents intérieurs. C'est-à-dire que nous avons, nous aussi, à l'intérieur de nous, des parents intérieurs. Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. Bienvenue, merci d'être avec nous. Voici une nouvelle rencontre que l'on vous propose avec une psychopraticienne qui est installée sur les canapés. Nous allons évoquer l'enfant intérieur. Alors ça, c'est un vaste sujet parce que c'est un sujet qui est même parfois très controversé. Il y a ceux qui le comprennent, ce concept de l'enfant intérieur, et puis d'autres qui le décrient de temps en temps. Alors on va voir cela. Farida Bennett est avec nous. Bonjour Farida. Bonjour Marc. Merci d'être là. Vous comprenez que ça puisse être clivant comme sujet, l'enfant intérieur ? Oui, certainement pour les personnes qui ne sont pas en contact avec leur enfant intérieur, ça peut paraître bizarre. Alors moi j'ai cherché beaucoup de choses sur cette définition de l'enfant intérieur. Avant de vous donner la mienne, quelle est la vôtre ? D'abord, je précise que je préfère dire les enfants intérieurs, ouais. Parce qu'il y en a plein. Il y en a plein, il y a plein de petites Farida, il y a plein de petits Marc. Donc déjà, c'est un peu réductif de dire qu'il n'y en a qu'un. Pourquoi on a choisi ce terme d'enfant intérieur pour évoquer finalement des énergies qui nous habitent? C'est qu'en réalité, durant l'enfance, c'est à ce moment-là que les énergies du vivant sont les plus vivaces, les plus dans leur évolution. Donc c'est à ce moment-là qu'on pourrait dire, là, si on prend une photo d'un enfant qui est en train de jouer, d'apprendre, de pleurer, on va avoir un résumé de ce que sont nos enfants intérieurs vivants, que nous allons garder toute notre vie. Jusqu'à la fin de notre vie, Marc, nous aurons envie d'apprendre, nous aurons envie de rire, nous aurons envie d'avoir des émotions, nous aurons envie d'être embrassés, nous aurons envie de faire des conquêtes. Okay. Donc ces énergies, elles appartiennent pas que à l'enfance. Elles ont été dans leur explosion durant l'enfance, mais elles vont toujours nous habiter. Et lorsque vous parlez d'enfants intérieurs, vous parlez des enfants adaptés, vivants, blessés, ce qui nous fait, en fait. Oui. C'est ça, votre définition. Alors mon ressenti, ça a été très doux, très agréable, mais je sens vraiment un apaisement, une détente énorme. En tout cas, ça correspondait vraiment à ce que j'attendais. Bonne libération, voilà, très apaisé, tranquille. J'ai trouvé ça assez perturbant de devoir se retrouver soi et de mettre des mots sur ce qu'on ressent, parce qu'en général, on n'a pas tendance à le conscientiser vraiment. Mais c'était très agréable au final parce qu'on finit par trouver un point de soulèvement et à mieux se comprendre. J'avais pas d'attente particulière, je faisais confiance à l'équipe, mais c'est vrai que j'ai ressenti par palier le stress descendre et à tel point qu'à la fin j'arrivais plus à me rappeler pourquoi j'étais stressée. Alors moi, la définition que j'ai trouvée de l'enfant intérieur, pour ceux qui évidemment comprennent cette multitude de facettes, multitude d'énergie que nous sommes, et donc ces multitudes d'enfants que nous sommes. Enfant intérieur, c'est la partie de soi qui a appris à survivre émotionnellement avant d'avoir les mots, la maturité et le choix. C'est ça la bonne définition de l'enfant intérieur ? Ça, pour moi, c'est la définition de l'enfant blessé.
L'enfant vivant, il est là à la source, à l'origine. Quand nous naissons, nous avons tout ce vivant en nous. Quand le petit nouveau-né est là, qu'il est en bonne santé, qu'on s'occupe bien de lui, c'est une explosion de vie. Donc il n'a pas besoin de chercher quoi que ce soit. Au contraire, il a besoin qu'on l'aide à grandir, à se développer. Donc ça, c'est ce que j'appelle les enfants vivants. Ensuite arrivent les blessures. Une maman qui meurt, un papa qui est absent, la violence dans le foyer, une maladie qui arrive à l'enfant. Tout ça va à un moment constituer une blessure. Et là, cet enfant vivant qui était plein de joie, mais aussi plein d'émotions, aussi avec de la tristesse, il va se sentir blessé. Si cette blessure est répétée, est répétitive, elle va s'installer à l'intérieur de l'enfant et il va devenir un enfant blessé. Mais bien sûr, il aura aussi encore des moments où il sera un enfant vivant. Mais à ce moment-là, il sera dans un enfant blessé. Et ensuite, il s'adapte. Voilà. La troisième catégorie qu'on peut mettre dans les enfants intérieurs, c'est les enfants qui s'adaptent. Il y a deux types d'adaptation, en gros. L'adaptation va me permettre de dire « Ok, là, je ne reçois pas ce dont j'ai besoin. Ça me crée une souffrance. Mon père rentre tous les soirs et il est violent. Ça me fait peur, ça me crispe, donc ça me crée une blessure. » L'intelligence de l'enfant va faire que s'il comprend que s'il a ramené une bonne note, le papa sera content, sera moins violent. Donc, ça marche une fois, j'enregistre. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une adaptation qui se met en place. C'est-à-dire que je vais essayer de faire plaisir aux parents pour recevoir ce que normalement je devrais recevoir naturellement. Et puis j'ai la bonne note et ça marche. Mais 17 sur 20, ça suffit pas. Maintenant, il faut que tu m'amènes un 19. Ok, alors l'enfant se met à travailler plus. Dans une adaptation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on choisit une adaptation en fonction des qualités de son vivant. Si j'ai choisi l'adaptation première de classe, il faut que j'ai un minimum de compétences dans ce domaine-là. Sinon, j'y arriverai pas. Si j'ai choisi comme adaptation première en sport, il faut que je sois un peu habile, agile en sport. Donc une adaptation, c'est à un moment, je vais saisir une part de mon vivant, de mon enfant vivant, et je vais l'exagérer pour en faire un masque. D'accord ? Il y en a une deuxième, mais... Allez-y. Non, allez-y, je vous écoute. Ça, c'est des adaptations où on va essayer de changer le parent. D'accord ? Je vais avoir une action sur le parent. Par exemple, ma mère nous élève seule, elle est fatiguée, elle a du mal à gérer, alors je vais devenir la gentille petite fille qui l'aide. Et le soir, au lieu d'aller jouer avec mes copines, je vais faire le repassage, le ménage, etc. Donc j'agis sur le parent pour qu'il me donne ce qu'il devrait me donner naturellement. Okay ? Là, on a vu des adaptations plutôt, ce que j'appelle des adaptations de fort, c'est-à-dire d'être fort. Mais nous avons aussi des adaptations de rester petit. C'est tous les enfants qui ont compris que quand ils sont malades, quand ils ont un petit bobo, la maman vient et fait les câlins. D'accord ? Ok, donc j'enregistre qu'il faut plutôt que je sois vulnérable pour qu'on s'occupe de moi. Ça va donner une adaptation d'être souffreteux, un petit peu toujours malade, dans la plainte, plaintif. Et puis, il y a aussi dans le même registre, j'arrive pas à faire mon devoir, je vais voir mon père, et il me dit « Ah, mais tu m'embêtes, tu n'es pas capable de faire tes devoirs, allez, viens, je vais voir ce que je peux faire. » Même s'il me rustre un peu, s'il me rentre dedans, il m'accorde un peu de temps. Okay ? Mon adaptation, ça va être
ben, je ne sais pas faire. J'ai toujours besoin de l'autre, parce que dans l'autre, il se crée une interaction. D'accord ? Donc ça, ce sont des adaptations où on agit sur le parent. Ensuite, il y a des adaptations qui, à mon avis, plutôt viennent en deuxième temps, qui sont des adaptations plutôt de « je me protège ». J'arrive même plus à agir sur le parent, c'est trop tard. Donc, je me protège. Mon père rentre le soir, je sais que ça va crier. Dès qu'il arrive, je vais dans la chambre. Je mets mon casque et je lis. Ou ma mère crie, elle boit, je veux pas voir ça, je prends mon vélo, je vais dehors. Donc là, on a des adaptations plutôt de se mettre en retrait et de fuite. Donc là, c'est pareil, hein, c'est selon un peu notre caractère, notre fonctionnement. Si on est plutôt timide, un petit peu plus en retrait, on va plus facilement choisir des situations de protection. Si on est plus de caractère attaquant, un peu martien, on va aller plus au combat et essayer de changer le parent. Ce qui est assez intéressant, alors on va voir évidemment sur quel plan vous intervenez dans votre accompagnement de psychopraticienne, mais sur ce sujet de l'enfant intérieur, comment vous expliquez que ce soit aussi clivant ? Moi, il y a plein de thérapeutes, accompagnants de vie, coachs, qui vous disent « alors cette histoire d'enfant intérieur, il faut que je soigne mon enfant intérieur ou que j'écoute mon enfant intérieur ». Et c'est très controversé pour le coup. Oui. Comment vous expliquez ça ? Je pense qu'ils ont peut-être pas approfondi suffisamment le sujet. Du moment qu'on va parler d'enfant, ça paraît superficiel. Alors qu'en réalité, c'est le commencement et la base de tout. Alors ils disent, par exemple, que quand on parle de quelqu'un, et notamment de l'enfant intérieur, on dit le sujet, cette personne-là, n'est pas un enfant blessé, mais c'est un être divisé par le langage. Ensuite, on dit que si on passe notre temps à penser à l'enfant intérieur, à écouter son enfant intérieur, il y a un risque de victimisation permanente. Oui. C'est ce qu'on entend. Les conséquences, c'est la déresponsabilisation et une identité qui reste figée, c'est-à-dire je suis comme ça parce que... Oui. Okay. Donc, c'est ça les risques, les arguments en tout cas qui sont amenés et dits par ceux qui balancent d'un revers de main cette histoire d'enfant intérieur. Alors oui, je préfère qu'on dise des arguments parce qu'il n'y a pas de risque. Au contraire, il n'y a que des bienfaits à s'occuper de ces parts. Parce que comme je vous le disais au début, tout est réduit à l'enfant blessé. D'accord ? Et puis, on ne peut pas parler de l'approche des enfants intérieurs sans évoquer les parents intérieurs. C'est-à-dire que nous avons, nous aussi, à l'intérieur de nous, des parents intérieurs. Comment ils se forment ? En général, en regardant le modèle de nos parents ou en prenant le contre-pied du modèle de nos parents. Mais on ne peut pas faire un travail sur nos enfants intérieurs sans construire nos parents intérieurs. Je vous cite un exemple. J'ai eu un consultant qui venait et tout de suite, on le sent quand les consultants arrivent et je sens s'ils ont une dominance d'enfant intérieur ou plutôt une dominance de parents intérieurs. Donc lui, ça se sent. Il avait un côté gai, joyeux... Et donc, on discute. Qu'est-ce qui se passe pour lui ? Il ne s'occupe de ses enfants intérieurs que quand il va à des séminaires. C'est-à-dire que quand il va à des séminaires, il parle de ses blessures, de ce qui s'est passé. On le prend dans les bras, on lui donne de l'attention. Terminé. Le séminaire terminé, il revient à la maison et il est perdu. Donc, moi, je l'ai vu, je lui ai dit, moi, je ne vais pas vous faire travailler sur vos enfants intérieurs, vous l'avez assez fait. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est construire vos parents intérieurs pour pouvoir prendre soin de vos enfants intérieurs. Donc, ce n'est pas une victimisation, parce que, encore une fois, dans la majorité des connaissances qui sont données autour de l'enfant intérieur, c'est basé sur l'enfant blessé. Alors qu'un enfant intérieur est
multifacette, si je puis dire. Exactement. Voilà. Exactement. Ouais. C'est comme si dans la société, on ne s'intéressait qu'aux enfants qui sont à l'hôpital. Oh là là, il y a les enfants. Non, il y a les enfants à l'école, il y a les enfants qui se font du sport. Ok. C'est la première fois que j'entends parler de l'enfant intérieur de cette manière-là. Oui. Et c'est vrai que c'est assez réducteur parce qu'on se dit souvent, et on entend des tas de gens qui disent mais j'écoute mon enfant intérieur. Donc, par définition, effectivement, comme vous le dites, j'écoute l'enfant intérieur blessé. Et on n'écoute que ça la plupart du temps. Peut-être, pas sûr. Pas sûr, Marc. Parce que moi, par exemple, j'ai des enfants intérieurs vivants. J'ai une petite fille vivante très gourmande. D'accord ? Donc, si je l'écoutais, je pense que je ferais bien 15 kilos de plus. D'accord ? Donc, à un moment, nous avons les parents intérieurs, nous avons les enfants intérieurs, et nous avons ce qu'on appelle un adulte, c'est-à-dire un ego conscient, qui à un moment va chercher des énergies dans la famille parentale, et par moment va chercher des énergies dans la famille des enfants intérieurs. Voyez Marc, moi je viens ici, si je venais qu'avec mes enfants intérieurs, je serais encore en train de dormir à l'hôtel, parce que j'aime pas trop me lever tôt. J'aurais traîné, ah oui, tiens, je vais passer à la boulangerie, tiens, je vais... Voilà. Donc là, c'est mes enfants intérieurs qui me gouvernent. D'accord ? Non, je viens ici, je suis responsable, je vais chercher dans mes parents intérieurs. J'ai pris le billet de train, j'ai réservé l'hôtel, j'ai regardé où c'était, je suis venue à l'heure, je suis installée. Peut-être qu'à un moment, on va avoir un peu d'humour, peut-être ça va bien se passer avec vous. Obligatoirement. Et mes enfants intérieurs, ils vont dire « Ah ouais, c'est chouette. Ben Marc, il est chouette, on a passé un bon moment. » Alors, à quel moment vous êtes un parent intérieur ? À quel moment c'est votre enfant intérieur ? À quel moment je suis un parent intérieur ? Ben, chaque fois que je prends soin de moi. Chaque fois que je prends soin de moi sur le plan physique. Voilà, hier soir, je dis « Tiens, j'ai faim. » Comme si vous aviez un enfant devant vous et il vous dit « Maman, j'ai faim. » Ben allez, on va manger. D'accord ? Donc je suis sortie, j'ai choisi un restaurant, je me suis occupée de moi. Chaque fois que je m'occupe de moi, physiquement, comment je m'habille, mon hygiène de vie, comment je mange, etc., c'est exactement comme si j'avais un enfant devant moi. Donc je prends soin de moi, mais je prends soin de moi aussi émotionnellement. Ok ? C'est-à-dire que je me connais, je connais mes blessures, j'ai pas envie forcément qu'elles se réactivent, donc je sais mettre les limites, etc. Oui, mais là, vous dites, à chaque fois que je m'occupe de moi, vous venez de dire, c'est que j'ai un enfant intérieur en face de moi. Et par définition, vous ne parlez que de l'enfant intérieur, vous ne parlez pas du parent intérieur. C'est-à-dire que le parent intérieur est là pour répondre favorablement, gérer, en tout cas, accompagner l'enfant intérieur ? Oui, et pour vous peut-être expliquer plus clairement, ce ne sont pas des individus qui sont à l'intérieur de moi, ce sont des énergies. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait partie de mes énergies de parent intérieur ? C'est le responsable, le compétent, la compétente, le bon parent, celui qui est capable aussi d'aider les autres. Ça peut être le sauveur aussi à un moment. Donc c'est pas seulement des énergies qui sont tournées vers moi-même, c'est aussi des énergies que je peux mettre à disposition des autres. D'accord ? Mais un enfant, si vous voulez, je crois que c'est à partir de 7 ans qu'un enfant est capable de se débrouiller seul dans une forêt. Mais jusqu'à l'âge à peu près, mettons de 12-13 ans, il a besoin des autres. Mais il est en train de construire ses parties parentales, tranquillement. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il est capable de marcher tout seul, il est capable de faire ses lacets, il est capable de se faire cuire un œuf. Donc, petit à petit, mes parties parentales se construisent. Et puis, il est capable de donner un coup de main à un copain, il est capable d'écouter un copain. Donc, vous voyez, l'empathie commence à grandir et toutes ces parts parentales, je les mets aussi au service des autres.
D'accord ? La question qu'on se pose, c'est de se dire comment est-ce que vous en arrivez à cette compréhension de l'être et des êtres que nous sommes. Comment est-ce que votre analyse et votre parcours de vie est assez étonnant. Vous avez été cet enfant adapté ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Dans les 3 phases, vivant, adapté, blessé, vous êtes les 3, mais particulièrement adapté ? Oui. L'adaptation, vous savez, j'ai des familles qui connaissent ce travail, qui viennent à mes séminaires et qui me disent je fais super attention que mon enfant ne soit pas adapté. Mais il est adapté quand même. Bien sûr. Ouais. Parce qu'on a besoin de faire plaisir aux parents, parce que la plus grande peur qu'a un enfant, c'est d'être abandonné. Puisqu'on a ça dans nos... Ne pas être aimé. Non, c'est d'être abandonné. Je fais la différence. Okay. Parce que dans notre mémoire, combien d'enfants ont été mis bébés au bord de la fenêtre pour mourir ? Parce qu'on n'en voulait pas dans la famille. Au temps du Moyen-Âge, quand il y avait trop de familles nombreuses, qu'est-ce qu'on faisait ? On prenait l'enfant, on le mettait au bord de la fenêtre et il mourait de froid. Ou on le posait devant l'église. Ça, nous l'avons dans notre mémoire d'être humain. Bien sûr. Ouais, on l'a engrammé, exactement. Donc la plus grande peur d'un enfant, c'est qu'on l'abandonne. C'est même si aujourd'hui il y a peu de risques dans nos sociétés occidentales que ça existe, c'est quand même une peur qui est là. Donc, même si l'enfant a une famille formidable, il va de toute manière chercher à s'adapter. Le phénomène d'abandon, il existe encore, même dans nos sociétés occidentales. Quand vous retrouvez des enfants à la DAS ou quand vous retrouvez des enfants que l'on dépose comme ça, comme vous dites, ça existe encore, ça. Mais ce n'est pas un risque de mort. Mais ce n'est pas un risque de mort, c'est vrai. Voilà. Absolument. Donc, effectivement, la question, c'est de se dire comment est-ce que vous en êtes arrivé à cet accompagnement que vous préconisez aujourd'hui. Et c'est toujours intéressant de voir le parcours de vie. Vous avez fait une école de naturo. Voilà. Vous avez suivi aussi bon nombre d'enseignements à travers l'Inde, le bouddhisme, le soufisme, etc. Comment est-ce que vous vous définissez ? Parce que psychopraticienne, moi j'ai rarement vu des psychopraticiennes qui ont un parcours comme celui que vous présentez aujourd'hui. Ça fait une 30aine d'années que je consulte, que je reçois. Vous recevez qui d'abord ? Des parents ? Tout le monde. Je reçois pas les enfants parce que j'ai pas l'espace pour, mais je reçois individuel, je reçois en couple. Parfois, je reçois des familles qui ont besoin de s'accorder, de recréer de l'harmonie entre elles. La pratique des enfants intérieurs, ce n'est pas mon seul outil, puisque j'ai beaucoup travaillé avec la psychogénéalogie, les constellations familiales. Dans les années 2000, où c'était pas encore très connu. Donc j'ai énormément travaillé sur ça. Je continue à le faire. Il y a des personnes qui viennent spécialement pour soigner leur arbre généalogique. Mais après, j'ai cette approche que j'aime beaucoup, parce qu'elle est très gaie. Vous voyez ? Parce qu'on a le sentiment que quand on a recours à une psychopraticienne, pour le coup, c'est pour aller soigner quelque chose, régler quelque chose. Donc, on a du mal à imaginer que les choses puissent être joyeuses, parce qu'on va essayer de soigner quelque chose qui ne l'est pas, pour le coup. Vous voyez ce que je veux dire ? On pourrait ne pas comprendre cet aspect « j'ai une approche joyeuse ». Oui, parce que je vois que vous avez plein de petites poupées là, et j'aurais bien aimé en prendre 2 ou 3 pour faire une démonstration. Mais je ne peux pas bouger, je suis coincée avec le micro. Ouais. Mais je vais prendre les coussins. Ouais. Là, vous avez l'adaptation. L'adaptation, c'est ce que vous voyez en premier chez quelqu'un. Quelqu'un arrive et vous voyez comment il a été éduqué. Il est gentil, ou il est fermé, ou il a peur de déranger, etc. Ça, c'est son adaptation. L'adaptation, elle s'est créée à l'enfance. Mais elle nous a collés à la vie adulte. Vous voyez, c'est comme un parapluie qui m'a servi sous la pluie. D'accord ? Ça m'a super bien servi dans l'enfance. Et puis, arrivé à l'âge adulte, il fait beau, mais je continue à avoir mon parapluie. D'accord ? Je continue à être gentil avec ma femme, à être fuyant avec mes amis, etc. Ok. Derrière l'adaptation, qui se cache ? L'enfant blessé. L'adaptation sert à diminuer la blessure. Donc moi, dans ma pratique, la première chose, je dois travailler ça. Parce que si je veux aller là,
Lui, il va me dire stop, c'est mon bébé. Attention à votre micro. Hop là. Ouais. Pardon. Non, je vous en prie. Il va me dire touche pas. C'est moi le chien de garde de l'enfant blessé. Il faut pas que tu sais pas faire, toi. Moi, c'est moi qui sais faire depuis 30 ans ou 40 ans. Donc lui, je dois l'amadouer. Je dois lui expliquer que c'est fini maintenant, on n'est plus dans l'enfance. Que sa femme, elle a pas forcément besoin d'un gentil. D'accord ? Donc une fois que lui, il a été d'accord, tout doucement. Ça ne veut pas dire qu'on enlève cette énergie d'être gentil. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est qu'elle est exagérée. Hein, et puis on parlera, si on a le temps, des parties reniées. Donc je l'enlève, et là, je trouve la blessure. Donc là, je vais m'en occuper de cette blessure. Donc là, on a toutes les approches des traumatismes de l'enfance, hein, voilà, qui sont des chercheurs comme John Bradshaw aux États-Unis, Margaret Paul, qui ont vraiment travaillé sur comment on va soigner, hein, et comment je vais devenir un bon parent pour se blesser. Ça veut dire quoi, devenir un bon parent se blesser ? Ça veut dire que je ne vais pas le remettre dans des situations où il va être blessé. Je ne vais pas le dévaloriser, lui parler mal, comme les parents ont parlé mal. C'est-à-dire que je vais en prendre soin comme le plus beau trésor qu'il existe sur la Terre. Okay ? Sur un plan pratico-pratique, quels sont les outils que Alors vous attendez, je utilisez ? n'ai pas fini, parce qu'il y en a un derrière. Il y a un troisième. C'est celui-là le plus intéressant. Ok, allez-y. Est-ce que si vous demandez à un enfant qui est à l'hôpital, est-ce que tu veux rester toujours à l'hôpital, un enfant malade ? Qu'est-ce qu'il va vous dire ? Évidemment. Ben non, quand je suis soignée, je veux sortir. Et qu'est-ce qu'il fait quand il sort ? Ben, il va jouer. Il rit, il danse. Il est vivant. D'accord ? Donc c'est pour ça que je dis que c'est gai, parce que on ne reste pas bloqué sur l'enfant blessé. Sinon, on tourne en rond autour de sa blessure. On la soigne, on la prend en charge, et on découvre. Qu'est-ce qui est génial ? On découvre toutes les qualités que nous avons. Je vous donne un exemple d'une consultante qui a fait énormément de travail sur elle, avec moi, avec d'autres personnes. Et elle vient me voir. Et à la fin, on fait ce travail. Et à la fin, on rencontre une petite fille qui dit « Moi, je veux danser ». En général, les enfants vivants, quand vous les interrogez, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « Je veux danser, je veux rire, je veux avoir des amis qui sont chouettes, qui sont rigolos ». Ok, alors moi je lui ai dit, bah écoute, voilà, le message c'est ça. Ta petite fille, elle veut rire, elle veut danser. Ouais, mais tu danser, je sais pas trop, elle est médecin, etc. Et puis, quelque temps après, elle m'écrit, elle me dit, Farida, ça a changé ma vie. Je sais pas pourquoi, je suis allée dans un cours de danse country et je m'éclate. Elle m'a dit, je m'éclate. Ça a changé ma vie, j'ai plus besoin de faire de thérapie maintenant, c'est ça ma thérapie. Donc ça n'est pas, quand on dit l'enfant qui a envie de danser, c'est pas au sens figuré, hein ? Non. C'est vraiment du pratico-pratique pour le coup. Hein. Et oui. Sauf qu'on va pas aller jouer dans un bac à sable. Même si moi, des fois, quand je vais à la plage, j'aime bien faire des pâtés. Mais on va pas aller au parc. On va pas jouer au Lego. Hein ? On va regarder l'énergie qui est demandée. Comment on peut l'adapter à l'âge qu'on a aujourd'hui. C'est pas infantilisant, vous voyez. Oui, c'est pas, on ne régresse pas. Voilà. On est bien d'accord. Alors, justement, sur ce côté pratico-pratique, quels sont les outils que vous utilisez ? Alors, on a parlé bien sûr des constellations. Je suppose que ça, c'est un des outils que vous utilisez depuis 99, hein, depuis 1999. Vous faites des constelles, c'est ça ? Ouais. Donc, il y a ça. Quels sont les outils que vous mettez en application pour accompagner justement ces parents ? Alors, les constellations familiales, c'est une chose à part. Hein, c'est plutôt pour les personnes qui ont des blocages dans leur vie et qui ont fait déjà pas mal de travail et qui ne comprennent pas pourquoi ça ne se débloque pas. Donc souvent, là, on va regarder dans la vie des ancêtres ce qui a pu se passer. Donc là, la limite, c'est que j'interviens pas sur les enfants intérieurs. Ok ?
C'est comme si vous aviez un oignon avec les constellations, la psychogénéalogie, puisque j'associe les deux. On va enlever les pelures d'oignon, d'accord ? Et à la fin, vous trouvez le cœur de l'oignon. Le cœur de l'oignon, c'est nos énergies intérieures qui ont été blessées. C'est réellement ce que nous avons vécu. Hein. Les autres, c'est ce qu'ont vécu nos ancêtres. Donc déjà, c'est pas mal d'enlever ça pour arriver à mes propres valises. Hein. Mes propres valises, comment je les porte. Donc, constellation familiale, psychogénéalogie, les gens viennent pour ça. Ensuite, les gens viennent pour ce travail. Parfois, ils disent pas les enfants intérieurs, ils disent je sens que j'ai des choses de mon enfance qui m'empêchent d'être moi-même. Encore faut-il en avoir conscience. Oui. Ouais. Ou bien, je sens que je n'ai pas accès à certaines énergies. Pourquoi ? Je reviens à lui, là. Hein. Quand je suis adaptée, prenons l'adaptation première de classe, ok ? Qu'est-ce que je renie ? Qu'est-ce que je n'ai plus le droit d'être ? Une enfant qui ne travaille pas bien. Ouais. C'est-à-dire que je n'ai plus le droit de me tromper, je n'ai plus le droit de ne pas savoir. À l'âge adulte, cette adaptation, ça va donner des gens, des personnes qui veulent toujours avoir raison, qui ont peur de ne pas savoir répondre. On leur pose une question, de ne pas savoir, de ne pas être capable de dire non, désolé, je ne sais pas, je vais me renseigner, mais je ne sais pas. Donc, c'est des personnes qui ont du mal à accepter l'échec, de ne pas savoir. Ils ont toujours besoin de, quelque part, d'être le premier, même si ce n'est pas en classe. Donc, ça veut dire que tout ce qui a été renié, là, c'est comme une énergie glacée, comme un glaçon, hein, qui attend qu'à fondre. D'accord ? Voyez ? Donc, parfois, certaines personnes viennent et me disent « Mais je me mets un tel stress, je n'accepte pas qu'on me fasse une remarque, que j'ai fait une erreur, et ça devient insupportable. » Ça, c'est intéressant. Vous avez d'autres cas, comme ça, d'autres situations, autres que cet enfant qui a besoin, effectivement, d'être la première de la classe ? Alors, des adaptations, on en a... Bon, une qui est très fréquente, bien sûr, c'est le gentil ou la gentille. Hein. Ça a été aussi beaucoup stimulé aussi par l'éducation judéo-chrétienne dans laquelle on a pu grandir. Si vous avez grandi dans une famille où on pratiquait la religion chrétienne, essentiellement chrétienne, peut-être chez les musulmans aussi, l'adaptation, ça va être, il faut être gentil. Le petit Jésus veut que tu sois gentil. Si tu n'es pas gentil, petit Jésus ne sera pas content. D'accord ? On va te punir même. Voilà. Hein. Et il n'écoutera pas tes prières. D'accord ? Donc, l'adaptation gentille, elle est très, très forte chez les femmes, en lien aussi avec le patriarcat, hein, puisque la femme doit être gentille, douce, prendre soin de son foyer, hein, et pas s'énerver, et pas en demander trop, d'accord ? Donc l'adaptation gentille est très forte. Dans les traumatismes que nous avons dans l'enfance, il y a deux sortes de traumatismes qu'on peut vivre. Il y a les traumatismes factuels, le décès d'un parent, la guerre, le déménagement, la maladie, la violence, d'accord ? Et puis, il y a des traumatismes qui sont liés à l'ambiance familiale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un événement particulier, mais il y a une ambiance qui fait que dès que l'enfant arrive, il comprend qu'il faut être gentil. Parce que c'est là, c'est dans l'énergie de la famille. Il a compris très vite que pour rester dans cette famille, il va falloir être gentil. Vous voyez, là, c'est moins lié à un traumatisme précis, mais ça répond à une ambiance, à une éducation. Donc, alors, les femmes gentilles, on en a beaucoup. OK. Donc, par définition, trop gentilles, parce qu'on n'est jamais trop quelque chose. Mais là, pour le coup, elles le sont. Ouais. C'est ça, trop gentilles. Trop gentilles, ça veut dire qu'enfant,
elles n'ont jamais pu se mettre en colère. Elles n'ont jamais pu dire non. Elles n'ont jamais pu dire non, mais moi je veux pas ça, je voudrais une robe bleue. Ah mais non, écoute, sois gentille. Hein. La dame, elle a dit que la robe rouge, elle était moins chère, donc on va la prendre, sois gentille. D'accord ? Et à l'inverse, ces enfants qui disent non à tout, qui sont tout le temps insatisfaits, qui sont tout le temps... il peut y avoir ça aussi ou pas ? Là, vous parlez des enfants actuels Non, pas nécessairement, mais l'enfant qu'on a été, qui n'est jamais content, qui est toujours en rébellion, qui est toujours... vous voyez ce que je veux dire ? Qui a toujours cet instinct ou cette manière de communiquer qui est en permanence en frontal. Oui. En général, souvent, c'est qu'il y a une colère derrière. Il faut comprendre, Marc, que quand je m'adapte, c'est difficile. Je renie des parts de moi, ça me crée de la colère. Surtout que l'adaptation, elle marche ou elle marche pas ou elle marche un peu. Ça me demande beaucoup d'énergie, ça génère de la colère. La blessure, elle génère de la tristesse d'abord, et si elle est répétitive, elle génère de la colère. Donc ça, ces deux colères, à un moment, elles vont transpirer. Soit on la retourne contre soi, soit on la ressort derrière. Donc des enfants qui sont toujours en colère. En transgénérationnel, on va dire, c'est peut-être une colère qui porte pour le parent. Quand on arrive au cœur de l'oignon, on va dire, il y a une colère, il y a quelque chose qui n'est pas satisfait. Marshall Rosenberg disait, la colère, c'est quand je me suis trop assise longtemps sur mes besoins. Donc c'est qu'il y a un besoin chez cet enfant. Lui, là, l'enfant vivant, il est plein de besoins. D'accord ? Donc, il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Cet enfant adapté que vous avez été, que vous êtes toujours un peu, je ne pense pas qu'on puisse régler à 100%. Vous pouvez dire aujourd'hui, mon enfant intérieur n'est plus un enfant adapté ? Je peux choisir mon adaptation. Je peux choisir de m'adapter. Si je suis arrêtée par un policier, je vais aller vite chercher ma gentille. Oui, bien sûr. Je lui dis, allez, viens là. Hein, je peux même aller chercher ma séductrice. Mais je suis libre. Vous comprenez ? C'est pas l'adaptation qui me saisit, qui décide pour moi. C'est moi qui décide, tiens, là j'ai besoin de ma gentille. Tiens, là j'ai besoin de passer un bon coup de gueule, donc je peux aller chercher aussi mon parent en colère, là, c'est à l'intérieur de moi. Vous voyez, je joue avec mes énergies. Donc ça veut dire que jouer avec ces énergies, ça veut donc dire qu'il ne s'agit pas en détruire une, ou en stopper une, ou en neutraliser une. Pas du tout. Du tout, on est bien d'accord. Hein. C'est un arc-en-ciel. Nous sommes tout à la fois, bien sûr. Et on va, en fonction, dans cette adaptabilité, aller chercher l'énergie qui correspond à la situation. Oui, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que ça a appris de vous ? En tant que thérapeute, on dit souvent que les thérapeutes sont les premiers cobayes, hein, évidemment. Le travail, il doit être fait sur soi, avant de pouvoir accompagner les autres. Qu'est-ce que cet enfant adapté disait de vous ? Quelle était l'adaptation majoritaire, plus, par rapport aux autres que vous aviez ? Que vous avez toujours. Je vous vois venir. Vous voulez que je vous dise mon adaptation ? Exactement. Ah, voilà. D'accord. Il faut que je consulte, voir si mon enfant adapté a envie de le dire, de se révéler. Là, c'est l'adaptation du non. J'ai le droit de dire non, si je n'ai pas envie. Mais c'est intéressant de savoir. Ouais, pourquoi je vous dis ça ? Parce que, par exemple, c'est pas que j'évite votre question. Bien sûr que si, vous l'évitez, mais c'est pas grave. Tout le monde constate que vous n'avez pas envie de le dire. Non, je vais prendre ça comme exemple. Pour faire ce travail d'accompagnement, moi je forme des thérapeutes à cette approche, il faut vraiment avoir ces enfants intérieurs bien présents. Si on les a mis à la cave, si on n'est que dans des parties parentales, alors on peut être un très bon thérapeute, mais on n'arrivera pas à faire ce travail de l'enfant intérieur. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une énergie majoritaire. C'est ça, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait une énergie qui surplombe les autres. Non, c'est... si vous venez me voir, parce que vous avez envie de connaître ces enfants intérieurs, et moi, les miens, je ne m'y intéresse pas.
les vôtres, ils vont pas se présenter. C'est comme si vous amenez des enfants chez des amis et vous dites aux enfants, allez, on va bien s'amuser, tu vas voir. Et vous arrivez, la porte s'ouvre et les enfants, ils regardent votre ami et instinctivement, ils disent, oh non, celui-là, on va pas du tout s'amuser. Donc, on va rester entre nous et tout ça. C'est pareil énergétiquement. Donc, pour vraiment pouvoir accompagner ce travail, il faut que les enfants à l'intérieur du thérapeute soient bien présents. Donc il faut déposer. Hein. Oui, il faut déposer, pas tout, mais à un moment, quand je travaille, je fais dire des phrases, par exemple, à la personne, et selon la phrase comme elle est dite, moi, je suis avec mes enfants à l'intérieur. Et je dis, oh là là, moi, si j'étais un enfant, j'aimerais pas du tout entendre ça. C'est pas gentil comme c'est dit. La phrase est juste, mais le ton est pas juste. Je vais dire, madame, est-ce que ça serait possible peut-être pour vous de reformuler, mais en venant du cœur, un peu plus doux. Vous voyez ? Donc, moi, je reçois ce qui se passe dans l'interaction. Mes enfants intérieurs, ils sont là, ils travaillent avec moi. Hein ? Ok ? Ils disent, ah ouais, mais nous, les enfants, elle l'a pas dit assez doucement, ça, par exemple. C'était quoi la question ? La question, c'était une question qui vous concernait personnellement. J'ai tenté de savoir quels étaient ces enfants intérieurs que vous avez dû, pas canaliser, mais disons, structurer pour ne pas que l'un soit plus envahissant que l'autre. Alors, les adaptations, elles sont envahissantes. Moi, j'ai grandi dans un milieu très patriarcal, où le garçon, le masculin est très valorisé. Donc, enfant, j'ai eu une adaptation garçon manqué. Hein. J'ai compris plus tard que c'était parce que j'imaginais qu'en manifestant ces énergies-là, j'aurais plus de reconnaissance de mon père. D'accord ? Par exemple, ça, c'est une adaptation fréquente, garçon manqué. Ça peut arriver pour un garçon d'être fille manquée parce qu'il remplace un petit frère qui est mort, etc. Donc j'avais cette adaptation-là. Bien sûr, j'ai eu une adaptation gentille, puisqu'il y avait de la religion dans ma famille, donc il fallait être gentil. Et j'ai eu une adaptation première de classe. Bon. Voilà. En gros, c'est les adaptations, je peux dire, si ça peut répondre à vos questions. Qu'est-ce qui m'en est resté ? Qu'est-ce qui m'en est resté ? L'adaptation, normalement, quand on est adulte, je sors de votre studio, j'ai plus besoin d'être bien coiffée, d'être bien habillée, je peux me mettre comme je veux. Hein ? Mais l'adaptation, elle fait que je sors du studio et je continue à fonctionner comme si j'étais dans votre studio. Donc, au début de ma vie d'adulte, ces adaptations, elles étaient trop fortes. Et puis, elles avaient généré de la colère aussi. OK ? Donc, première de classe, je l'ai vite évacuée. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas évident de tout expliquer comme ça. C'est qu'une adaptation, elle nous a obligés à être dans un certain comportement. Tout le reste, là, je l'ai nié. Puis tout d'un coup, on a un déclic. On se dit, mais moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça. J'ai tout arrêté, mes études, j'ai tout arrêté. Pour aller où ? Pour partir en voyage. Donc, vous voyez, une de ces adaptations, parfois, c'est à l'excès. Parce que comme vous disiez tout à l'heure... C'est pour ça qu'on parlait de fuite. Oui. Mais ça, c'est quand même assez rare. Souvent, les adaptations nous tiennent à la peau. Pourquoi ? Les adaptations vont s'amplifier quand je crée une relation. Je rencontre quelqu'un, alors là, mes adaptations, elles sont à fond. C'est comme ça qu'on m'a aimé dans ma famille, donc c'est comme ça que lui va m'aimer. Ok ? Les adaptations vont bon train quand j'ai des enfants. D'accord ? Mais c'est assez rare qu'on bascule d'une adaptation à l'opposé. Donc ça peut pas être une fuite, parce que en allant là,
Je fuis pas. Je suis en train de nourrir des parts de moi qui sont affamées depuis 20 ans. Vous rétablissez. Ouais. L'idée, c'est que je ne dois pas oublier aussi que j'ai des compétences, Bien sûr. que j'ai des capacités. Sinon, je pars à Formentera, je m'installe sur une île et je suis que dans mes enfants vivants toute la journée, le soleil, les baignades. Ça existe, hein. Il y a des gens qui ne font que nourrir leurs enfants vivants. Mais dans mes enfants vivants, il y en a qui ont quand même envie, qui ont de l'ambition, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de communiquer avec le monde. Donc, vous voyez, ça va être un équilibre. Alors, tout à l'heure, je vous ai demandé, c'est difficile d'avoir le ressenti de Farida au travers de son parcours de vie, parce que vous avez un parcours de vie, je disais, qui est quand même assez atypique, au-delà des enseignements que vous avez pu avoir. Vous avez vécu aussi en communauté, il y a des tas de choses dans votre vie qui ont permis d'être la femme que vous êtes, l'accompagnante, la thérapeute et la psychopraticienne que vous êtes aujourd'hui. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est de savoir quels sont les outils. Je vous ai posé la question tout à l'heure, je parlais des constellations, mais visiblement les constellations, c'est pour autre chose. Mais les outils, vous avez parlé de certaines... c'est des prières, non, que vous mettiez en place, non, c'est pas ça, des phrases récurrentes ou des choses comme ça? Oui, dans l'accompagnement, concrètement, je fais appel à vous. J'ai bien compris cette histoire des enfants vivants, des enfants adaptés, ou des enfants... c'était quoi l'autre? Blessés. Blessés, voilà. Je suis face à vous, j'ai besoin de votre accompagnement. Comment les choses vont se dérouler? Déjà, on fait un peu le point de qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez? Voilà, ouais. C'est quoi votre objectif, hein? On ne va pas forcément raconter toute la vie, mais c'est quoi votre objectif? J'aimerais être plus capable de parler en public sans avoir du stress, ou j'ai des tensions avec ma femme, etc. Donc, on fait le point de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. OK. Ensuite, je pose des questions sur l'enfance. Quels sont les besoins qui n'ont pas été nourris chez vous? Alors déjà, ça, il faut pouvoir y répondre. En général, dans nos sociétés, les besoins physiques ont été nourris, donc ça va assez vite. Après, les besoins émotionnels, est-ce que vous avez été valorisé, dévalorisé? Est-ce qu'il y a eu de la violence? Est-ce qu'il y a eu de la tendresse? Est-ce qu'il y a eu des câlins? Voilà, hein, donc ça prend un peu de temps. Les besoins intellectuels, hein, il y a des enfants, on les a pas encouragés à lire. On les a pas... par exemple, moi j'ai eu des consultants qui étaient élevés dans des sectes. Donc c'était très restreint, ce qu'ils pouvaient apprendre du monde extérieur. C'était très restreint. Donc un enfant, il a besoin de cette ouverture vers le monde. Donc là, les besoins intellectuels ont été très limités. Donc on fait un petit check-up comme ça des besoins. Et ensuite, je regarde comment vous avez géré. On prend, j'ai envie de dire, quelques blessures importantes. Quelques blessures importantes. Je vais demander comment vous avez géré ces blessures-là. Et là, on arrive à l'adaptation. La personne me dit, moi, je m'enfermais dans ma chambre. Ou là, récemment, j'ai une personne qui me dit, moi, mes parents se disputaient et je restais exprès dans la pièce pour pas qu'il y ait de violence physique. Parce que quand j'étais là, il n'y avait pas de violence physique. Donc, je m'obligeais à rester. Donc, on regarde les adaptations. Okay. Je l'ai fait noter, je dis de 0 à 10, votre adaptation aujourd'hui, elle est à combien? Okay. Et aujourd'hui, elle se manifeste comment? Je lâche jamais. Par exemple, je lâche jamais. J'abandonne jamais, etc. Je veux avoir le dernier mot en permanence. Etc. Bon, donc, on regarde l'adaptation du passé, l'adaptation d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des personnes qui ont transformé leur adaptation. Hein. Elles ont réussi à faire ça toutes seules. OK, donc on a un petit bilan. L'adaptation aujourd'hui, elle est à ça. Est-ce que vous êtes conscient, madame, monsieur, est-ce que vous êtes conscient que quand vous vous adaptez, qu'est-ce que vous reniez? Je renie le lâcher-prise, je renie la vulnérabilité, je renie... OK, dans votre vie, elle est à combien? Elle est à 2 ou à 3, le lâcher-prise. OK, donc là, on a une vision déjà de trop, ce qui est trop et ce qui n'est pas assez. Première partie. Ensuite, on va aller rencontrer la partie adaptée. Donc ça, c'est un processus un peu en hypnose, où en fait, je vais demander à la personne de visualiser une scène où, par exemple, elle est trop restée dans la pièce. C'était trop dur pour elle, mais elle y est restée. Et là, on va faire des techniques qui sont classiques, qui sont
du reparentage, parler à cet enfant, lui dire que c'est OK, etc. Donc ça, c'est un protocole que nous avons, un protocole. Et pour à la fin, pouvoir remercier cette adaptation. C'est pour ça que, comme vous disiez, Marc, tout à l'heure, on n'essaye pas de dire « Allez, marre de la gentille ». Non, hein. Elle fait partie de vous, incontestablement, bien sûr. Et on est gentil parce qu'on a des qualités de cœur aussi. On a choisi cette... Non, on va lui dire « Tu m'as vraiment beaucoup aidé toute ma vie. Tu m'as aidé. Tu as permis que mes parents nous aiment. Tu es vraiment une énergie tellement belle. Mais j'ai envie aussi de pouvoir dire non. » Et puis on vérifie. Et c'est OK maintenant. Mes amis sont d'accord que je dise non. Ils sont d'accord que je dise que j'ai envie de manger quand je vais chez eux. OK ? Donc, vous voyez, on a un dialogue comme ça. C'est intéressant parce que je vais vous dire pourquoi. Pendant que vous êtes en train de nous raconter un peu tout cela et nous dévoiler un peu votre process, je suis convaincu que les gens qui regardent à cet instant T essaient de répondre aux questions que vous étiez en train de poser, dans leur cas précis, vous voyez, dans leur situation précise. Et je me suis remémoré, pendant que vous étiez qu'on était en train d'échanger, des situations. Alors moi, j'ai pas eu, évidemment, des situations de violence ou des choses comme ça, mais cet enfant dans la pièce qui reste pour ne pas que les choses dérapent, ça va évidemment parler à tellement de gens. Et je peux comprendre que cette approche, en tout cas l'approche que vous en avez, et vous savez, ce qui est aussi intéressant chez vous, c'est le timbre de voix que vous avez et le débit de parole que vous avez. Vous avez un timbre de voix, et un débit de parole qui, dans votre accompagnement, apaise. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que voilà, il y a une détermination dans votre débit de parole et en même temps quelque chose d'assez délicat pour ne pas être d'abord dans le jugement et ensuite pour ne pas être impactant ou frontal. Et ça, c'est aussi vachement important. Mais pendant que vous étiez en train de parler, j'étais complètement ailleurs et j'étais en train de me remémorer des situations de vie et on peut comprendre effectivement la manière dont... Alors après, il faut pouvoir se remémorer ça, se souvenir et être dans des situations et décrire les situations que vous nous invitez à revivre. Parfois, vous avez des amnésies traumatiques, des choses comme ça. Donc c'est plus délicat. L'approche est différente pour le coup ? Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est les souvenirs, ils sont là. Et plus on va s'intéresser à son enfance, plus les souvenirs vont revenir. C'est un peu comme avec les rêves. Des gens disent « Ah non, je rêve pas ». Et puis, on commence à rêver un petit peu, on tire la pelote. Quand les personnes n'ont pas de souvenirs, mais elles ont quand même, par exemple, elles n'ont pas une scène précise. Elles disent il y avait de la violence quand j'étais enfant. Et OK, qu'est-ce que vous faisiez ? Moi, je restais dans la pièce. J'aime bien, alors en plus, on est dans un studio. Je leur dis on va faire un film. On va faire un film du petit Nicolas qui reste dans la pièce. Donc c'est vous le metteur en scène, c'est vous le réalisateur. C'est pas obligé que ça ressemble à la réalité, mais vous allez créer le film. Alors je leur dis, c'est quoi la première image ? Comment vous montreriez aux téléspectateurs qu'on est en train de faire un film sur le petit Nicolas qui défend sa mère ? Vous voyez, donc on peut partir, pas forcément sur ce qui a été, mais partir sur l'imaginaire, qui de toute manière, l'imaginaire de chacun va correspondre à une part de réalité. C'est un accompagnement relativement long, pour le coup ? Ça dépend des personnes. Évidemment. Ça dépend des personnes. Moi, j'aime bien donner des devoirs à la maison. Ah oui. C'est-à-dire que quand ils partent avec leurs enfants intérieurs avec eux. Ils partent avec un engagement de faire au moins une chose. Vous savez, Marc, dans la thérapie, vous m'avez gentiment fait un feedback sur ce que je dégage, mais dans une approche thérapeutique, il faut du masculin et du féminin.
C'est-à-dire qu'il faut du féminin pour accueillir la blessure de l'autre, écouter, entendre. Mais ensuite, il faut du masculin. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut dire « Allez, là, on y va. On s'y met. » Vous avez certains thérapeutes, il y a beaucoup de féminin, donc on écoute. Hein. Donc on va être la bonne maman pour les enfants blessés qui viennent nous voir. Mais à un moment, moi je dis « Allez, là, vous allez partir, moi je ne serai pas là. » En quoi vous vous engagez? Quelle transformation vous voulez mettre en place pour qu'il y ait quelque chose qui change avec votre enfant vivant et votre enfant blessé? Donc les personnes s'engagent et elles reviennent me voir, elles me disent j'ai réussi, j'ai pas réussi. Maintenant j'aimerais traiter un autre moment de mon enfance parce qu'on a plusieurs adaptations. Hein. J'aimerais vous voyez, c'est très différent. Je trouve que le titre de psychopraticienne n'est pas du tout adapté, je trouve. Non. À ce que vous faites. Je trouve qu'il en faudrait en inventer un. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Psychopraticienne, Oui. ça n'a pas vraiment de rapport avec ce que vous faites, je trouve. Oui. Bon, c'est qu'un titre, hein, évidemment. Oui. Moi, je suis assez case, hein, donc que j'ai dû trouver pour vous. Parce que normalement, je mets pas de titre. Mais alors, vous dites quoi alors? Je dis rien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis, j'accompagne, je reçois. Des fois, je dis coach. Il y a certains termes que j'ai pas le droit d'utiliser parce que j'ai pas les diplômes. Voilà, donc. Mais vous avez le diplôme du bon sens, de la sensibilité et justement de ces différents enfants intérieurs qui permettent d'accompagner intelligemment. Et ça, c'est vachement intéressant. Mais en fait, en substance, d'après ce que je comprends de notre échange, c'est de dire que puisque nous sommes tous ces enfants intérieurs, il ne s'agit évidemment pas d'en renier un seul, mais il ne faut pas non plus que l'un d'entre eux prenne le dessus exagérément. C'est ça, en fait? Oui. Donc tout est une question de dosage, de rééquilibrage. Exactement. De l'intégralité de nos enfants intérieurs que nous sommes et Exactement. qui nous constituent aujourd'hui. Exactement. Et s'il y en a un qui prend le dessus, il y a un déséquilibre. Exactement. C'est comme si vous avez un enfant intérieur qui adore faire du sport. Et puis, tous les soirs, il va courir. Tous les week-ends, il fait du sport. Donc, vous le nourrissez beaucoup. Et puis, ça commence à poser problème avec madame ou avec monsieur, avec les enfants. Et déjà, l'enfant vivant qui a besoin de douceur, de tendresse, qui a besoin de sécurité, qui a besoin de repos aussi. Hein. On a un enfant intérieur qui aime faire la sieste. Et alors lui, il est là où il essaye de dire « Coucou, attends, moi je suis inquiet, là, notre chérie, elle est pas contente, j'ai peur qu'elle nous quitte, etc. » Puis si je le vois pas, je suis axée que ça va pas aller. Donc c'est comme si on a une classe et puis on est attentif que tout le monde a le droit à la parole, que tout le monde peut s'exprimer, etc. Et ça, c'est le rôle de l'instituteur. Que vous êtes. Par exemple, avec soi-même. Soi-même. Ouais. C'est passionnant. Comment on fait pour avoir votre accompagnement? Parce que vous êtes où alors? On peut faire ça en visio, on peut faire ça en immersion, on peut faire ça... Alors, j'ai un cabinet à Genève. Ouais. J'ai un cabinet en Haute-Savoie, là où je vis. J'ai un cabinet à Nîmes, où je passe pas mal de temps. On peut faire en visio, bien sûr. Ça marche très bien pour les enfants en visio. Et puis, il y a une formation webinaire en ligne pour permettre aux gens d'approfondir cette approche des enfants intérieurs et aussi pour les thérapeutes qui veulent se former à cette pratique. À cette pratique, qui n'a pas de nom. Si, celle-là, elle a un nom. Si, comment elle s'appelle? Enfin, elle a un nom que je lui ai donné, c'est prendre soin de ses enfants intérieurs. Ouais, c'est pas un nom, ça. Devenir un bon parent pour soi-même. C'est pas un nom, ça, c'est une en-tête de lettres. C'est pas un nom. Vous n'avez pas un nom punchline qui envoie, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, si la méthode Bennett. Voilà, par exemple, on pourrait appeler ça comme ça, je sais pas, bon. Je déconne. Oui. Non, c'est passionnant. Je vous remercie infiniment parce que je trouve que c'est intéressant et je vous assure que quand on est en face à face comme ça avec Farida et que on échange juste quelques mots,
il y a parfois des choses qui vous heurtent, enfin qui vous impactent en tout cas, parce que heurter, je trouve que c'est douloureux, mais qui impactent. Et il y a une petite prise de conscience juste dans des échanges. Alors j'imagine que si on fait un travail d'approfondissement, de rééquilibrage de l'enfant intérieur, waouh, il doit y avoir effectivement des situations qui permettent d'être beaucoup plus apaisé, quoi. Parce que c'est ça l'objectif numéro 1 peut-être, c'est d'être apaisé. Cette approche, en fait, elle n'est pas que psychologique. Elle est spirituelle aussi. Bien sûr. Jésus a dit, à moins de devenir des petits-enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, c'est pour ça que des fois je suis touchée, parce que je dis les enfants intérieurs, comme si c'était un truc un peu léger. Non, c'est quelque chose de très profond, parce que dans les enfants intérieurs, dans l'enfant intérieur, nous avons l'enfant vulnérable. C'est-à-dire celui qui n'y arrive pas, celui qui est dépassé par le monde. Et là, on vit dans un monde où ça nous met tellement de vulnérabilité, vous voyez. Et la vulnérabilité, elle est aussi liée à l'humilité. Un enfant, souvent, il est humble parce qu'il n'est pas assez grand pour attraper quelque chose, il n'y arrive pas, donc ça nous remet en lien avec de l'humilité. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les peuples Lakota, qui sont des Amérindiens. Et là, j'ai retrouvé presque 2 alliances, vous voyez, avec les enfants intérieurs et ces peuples de la nature. Les enfants, ils aiment la nature. Vous mettez un enfant dehors, surtout les petits, mais ils ne s'ennuient pas une seconde. Ouais. Ils découvrent, ils regardent, ils s'émerveillent. Et pour moi, aller à la rencontre de ces enfants intérieurs, c'est ouvrir la porte de la spiritualité, la porte de l'humilité, la porte de la vulnérabilité. Pour terminer, Farida, j'étais en train de me poser la question, je me dis, je comprends maintenant que vous ne puissiez accompagner que des adultes. Parce qu'il ne peut y avoir que du vécu pour pouvoir intervenir sur nos enfants intérieurs. Il faut avoir du vécu. Vous ne pourriez pas intervenir, parce que comme tout accompagnement, thérapie et autres, on se dit, mais commençons à la base, chez les enfants. Pour ne pas qu'en grandissant, il y ait un déséquilibre de leur enfant intérieur. Oui. Mais il faut avoir du vécu pour ça. Oui, mais je pense que ce sont les parents qui sont les mieux placés pour rétablir ces déséquilibres chez leurs enfants de chair. Je pense les parents sont les meilleurs thérapeutes. On amène chez le psychologue pour enfants quand on n'y arrive pas. Ouais, enfin, les parents sont les meilleurs thérapeutes. Quand on voit l'éducation des nouvelles générations, moi je flippe un peu. Quand Oui, je me pose des oui, questions. oui, parce que mais franchement, c'est assez consternant. Oui, ils pourraient devenir les meilleurs thérapeutes. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Parce que donc moi, quand pire en pire. des parents viennent et me disent j'ai un problème avec mon enfant, j'ai dit moi je ne veux pas voir l'enfant. Je veux voir vous. Ouais, parce que sûr. s'il a un problème, c'est que ça vient de quelque part. Évidemment. Et c'est vous qui pouvez rétablir. Donc bien sûr qu'on peut agir, mais ça sera aux parents. Parce que si moi je dis à l'enfant, tu sais, il faut arrêter d'être gentil, c'est pas nécessaire que tu sois tout le temps gentil, tu as le droit de dire non, mais l'enfant, lui, ça, il peut pas l'entendre, ce qu'on est en train de lui dire. Bien sûr. On risque de te sortir de ta famille. Il faut que ça vienne des parents. Vous voyez ? Donc moi, je préfère agir sur les parents. Agissez. Et aller à la rencontre de votre enfant intérieur. Je vais vous dire, je crois que pour la première fois, et j'ai entendu, mais le nombre d'émissions, on en a fait près de 1500 des émissions aujourd'hui sur ABC, l'enfant intérieur, je l'ai entendu à toutes les sauces. Je pense que c'est la première fois que j'ai un éclairage suffisamment pointu qui me permet aujourd'hui de pouvoir parler de l'enfant intérieur et parfois de certains déséquilibres de cet enfant intérieur ou de la régularisation, enfin bref. L'harmonisation. L'harmonisation, c'est beaucoup mieux, de l'enfant intérieur. Bravo. Et merci. Merci pour cette belle expertise. On va mettre autour de la vidéo, bien sûr, tous les liens qui vont vous permettre de rentrer en contact avec Farida, que vous soyez à Genève ou en Haute-Savoie. Ou dans le Gard. Ou dans le Gard, voilà, précisément. Vous retournez voir les Indiens, là ? Oui, bien sûr. C'est vrai, vous y retournez de temps en temps ? Oui.
oui. Vous allez puiser une source d'inspiration supplémentaire ou Bien sûr, et surtout maintenant, il y en a beaucoup qui viennent. Ouais. Il y a beaucoup de Lakota, de Navarro, Qui viennent où qui viennent en Europe, oui, qui En viennent Europe en Ah ouais. Europe, oui. Donc c'est pas forcément. ils doivent halluciner quand même, non? Non, ça va, ils aiment bien. C'est vrai? Ils aiment bien, ouais. Ouais, ouais. Parce qu'on a quand même un mode de vie qui est parfois aux antipodes de leur, Oui, alors de leur après, histoire et de leur, même si ils vivent plus comme on voit dans certains films Ouais. du siècle dernier, hein, mais il y a encore des conditions de vie très difficiles dans les Ouais. réserves. Ouais. Ouais. Mais il y a des beaux échanges et c'est très nourrissant. Merci Farida. Merci Marc, Passionnant. merci à l'équipe. Merci à tous. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Vous commentez, vous partagez, le petit pouce qui va bien et à très bientôt. Salut, merci.